Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes au festival Jeux et compagnie à Épinal. C'est le rendez-vous des fans de jeux de société sous toutes leurs formes. On en parle tout de suite. Nous sommes donc au festival Jeux et compagnie. Je suis avec Lise Rinker. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésidente de l'association Place aux Jeux qui organise justement ce festival. Donc c'est la 12e édition cette année. Et l'idée c'est vraiment voilà, un festival dédié aux jeux de société sous toutes ses formes. Tout à fait, c'est l'objectif, donc, de pouvoir présenter. Donc on a 8 espaces de jeux pour vraiment... pour qu'il y en ait pour tous les goûts. On a les places jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes à collectionner, jeux anciens, jeux du monde. Et puis un espace plutôt dédié aux enfants et aux familles avec beaucoup de jeux de motricité pour les plus petits. Justement, des petits, on a beaucoup autour de nous aujourd'hui. On tourne cette émission vendredi, jour qui est toujours dédié aux jeunes. Alors cette année, on est en vacances scolaires, donc c'est un petit peu différent. Oui, c'est un petit peu différent. D'habitude, on a beaucoup plus d'écoles. Là, du coup, ce sera les écoles du département voisin qui sont en période scolaire. Sinon, on aura quand même beaucoup de MJC, centres sociaux qui sont présents. Et puis des groupes un peu spécialisés, on va dire, avec du public spécifique. Voilà, une personne en situation de handicap ou encore des EHPAD. Donc Place aux Jeux, une grosse association de ludiques du secteur. Vous êtes combien de bénévoles? Alors grosse association, je ne sais pas. Moi je me considère comme une petite association. Du coup au niveau des bénévoles, en totalité on doit être une centaine d'adhérents sur l'association. Mais vraiment on a des renforts qui viennent pour le festival et on doit être plus de 250. Donc, oui, parce que c'est un gros événement à organiser finalement. Tout à fait, c'est beaucoup d'organisation. Ça nous demande plus de 9 mois de préparation pour les équipes salariées et pour les bénévoles membres du CA et membres de l'association. Donc voilà, on est très contents quand c'est le lancement parce qu'on se dit ça y est, c'est abouti, c'est maintenant, on est dans le rush et ça se passe bien pour l'instant. Alors on voit des t-shirts avec des codes couleurs, donc les t-shirts jaunes notamment, c'est tous les animateurs finalement qui sont là pour aider un petit peu les joueurs dans leur expérience de jeu. Tout à fait, on aide aide à la sélection du jeu en fonction de la typologie de groupe, en fonction du public et puis des attentes, du niveau de difficulté, quand il y a des enfants, de l'âge des enfants. On forme nos bénévoles, on a 2 sessions de formation du coup pour aider à l'animation et puis se rencontrer avant pour qu'il y ait une synergie de groupe aussi avec les bénévoles animateurs durant le festival. Donc chaque année, ça brasse quand même pas mal de monde, c'est surtout le week-end. Combien de visiteurs on peut attendre? Alors l'année dernière, on a battu tous les records si je puis dire. On a eu plus de 16 100 personnes qui sont venues sur le week-end. Et on aimerait bien faire au moins aussi bien pour cette année. Après, le week-end, on est souvent plein. Du coup, on ne pourra malheureusement pas aller beaucoup au-delà puisque on atteint les capacités du centre des congrès. Et donc tout le week-end avec des temps forts et puis les fameuses soirées jeux, c'est ça? Voilà, donc on a des soirées off du coup qui sont vraiment dédiées aux joueurs un peu plus spécifiques. Donc le off, il y a un peu moins d'animateurs, on a les espaces plutôt enfants qui ferment. Et là c'est vraiment les grandes parties, on a des tournois. On a aussi des activités un petit peu annexes et puis ça se prolonge jusqu'à 3h du matin. Voilà, pour les plus motivés et les plus intéressés. Et vous le disiez, ici on peut tester tout type de jeux. D'ailleurs, on en a combien finalement? Alors, sachant qu'il sort à peu près 1000 jeux par an, là on a même des prototypes puisqu'on a une protozone qui a été portée à 35 places. Du coup, c'est des jeux pas encore créés qui sont encore en cours de rodage. Du coup, je ne saurais quantifier le nombre exact de jeux sur le festival, mais beaucoup en tout cas. Donc ça, vous disiez, ça permet de tester des jeux qui sont même pas encore sortis et en présence de leurs auteurs. Tout à fait. Donc ils sont les mieux placés finalement pour expliquer un petit peu aussi les règles. Alors la protozone, c'est même pas encore des jeux c'est des prototypes. Donc on a des fois des petits bouts en carton. Enfin, c'est vraiment la création de jeux depuis le début. Et sinon, oui, on a les auteurs qui présentent les nouveautés. On a eu le festival, on a le festival ludique de Cannes qui est très connu, qui a eu lieu il y a 15 jours. Du coup, on a les jeux qui ont été primés aussi qui seront, je pense, très demandés sur le week-end.
Et donc on a là derrière nous aussi une boutique de jeux d'occasion, il y a aussi des boutiques de jeux neufs. C'est aussi ça le festival, c'est aussi pouvoir acheter des jeux finalement. L'idée du festival, c'est de faire la création de jeux du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire du début, on en a parlé, la protozone, avec toute la partie éditeur, illustrateur, la partie vraiment complète, et à la fin on arrive à l'animateur, donc la partie qui anime les associations, et puis aussi la partie artisan, puisqu'on a pas mal d'artisans, et enfin la partie souvenir plutôt ludique avec les boutiques. On a donc des boutiques de jeux neufs, et puis on a surtout la boutique de notre association de jeux d'occasion pour les personnes qui veulent pouvoir acheter un jeu à moindre coût, et parfois des jeux un peu plus vieux. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et je vous propose de rencontrer un collectionneur de jeux. Il a 1500 jeux chez lui, il habite à Brouvelieure, c'est son portrait, on le regarde et on se retrouve juste après. Starim, ça c'est un jeu de cartes. Hein. On va construire son paquet de cartes. On a tous les mêmes cartes au départ, on a 10 cartes. Et on va avoir comme une rivière au poker et on va choisir les cartes. Vif et rapide, ce jeu est son préféré. L'Alain est intarissable et les règles des jeux de société, il en connaît une multitude. Il faut dire qu'il a le choix. Dans son antre, 1512 boîtes rangées, excusez du peu, par ordre alphabétique. Tous les genres, sauf des jeux de lettres intelligents. Je suis désolé de dire ça. Oui, tout sauf ça, parce que c'est pas mon trip. Le ludophile de Brouvelieure a gardé ses jeux d'enfance. À 5 ans, la boîte de Pandore s'ouvre à lui. Alors, premier jeu, je pense que c'est La Route Enchantée, Walt Disney. Donc, c'était des petites voitures qu'il fallait faire le code de la route. À 13 ans, il achète Fief, son premier wargame, et le monde des figurines multiplie les possibles. Accro, il achète une dizaine de boîtes neuves ou d'occasion par mois qu'il découvre avec ses amis. Même dans le coup là. Ce qui me plaît dans le jeu, c'est tout passer du temps avec des amis, passer du bon temps, s'amuser, avoir un peu de challenge aussi. Hein. C'est pouvoir essayer de jouer avec des règles et puis essayer de battre l'autre forcément, sans forcément être mauvais perdant derrière. Et on joue un peu ici, chez Alain, qui a une bonne ludothèque et une bonne salle pour jouer. On a monté une asso ici à Bruyères, qui fait des jeux une fois par mois. J'ai aussi une salle de jeu chez moi, avec ma femme, avec mes amis, avec ma fille. Car qui dit jeu de société dit communauté. Des fans qui se retrouveront à Jeux et compagnie à Épinal en mars et qui montent un festival de concerts métal et jeux de société pour août prochain lors du Tambouille Festival. Autour de la table également, le gérant d'une boutique qui constate que les confinements successifs ont augmenté l'attrait du public, avec en vogue le jeu de société déclinable en version solo. Beaucoup de personnes sont venues chercher une alternative à l'écran, parce que les jeux vidéo c'est bien, mais ça va 5 minutes. Il y en a certains qui venaient chercher pour leurs enfants à la base, mais finalement quand ils ont vu comment ça jouait, ils se sont dit ce serait peut-être pas mal qu'on s'y mette, qu'on essaye de voir quelque chose de plus sympathique et tout ça, et puis il y en a beaucoup qui se sont laissés prendre au piège. L'Alain aime à personnaliser ses jeux. Les figurines grises prennent vie après quelques heures à se faire minutieusement peindre. Les boîtes aussi sont customisées. Dernièrement, avec mon groupe Facebook, les ludistes origamistes, on va origamiser. Alors, on invente tous des mots chez nous, pour éviter tous ces sachets plastiques et un truc écologique aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, la boîte, toc, et là, il y a toutes les petites boîtes dedans. Et dans les petites boîtes, on va pouvoir ranger ses cartes. Certains éditeurs se sont d'ailleurs rapprochés de l'association des origamistes qui compte 6500 membres pour vendre à terme leurs nouvelles éditions sans sachet. Parmi les 1000 nouveaux jeux de société imaginés chaque année, un nouveau design pourrait émerger, de quoi agrandir la collection de l'Alain et ses amis. Nous sommes de retour au festival Jeux et compagnie. Je suis avec Lia Sabine, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez en freelance notamment pour la maison d'édition Djeco. Oui. C'est notamment pour ça que vous êtes là ce week-end. Donc vous êtes venu avec des jeux qui ont été pour le coup déjà édités. Oui, ce sont des jeux édités. Et ce sont des jeux pour les enfants plutôt. Exactement. Là c'est une tranche d'âge qui va de 2 ans et demi jusqu'à 7 ans et plus. Et on a fait par catégorie du 2-3 ans, du 4 ans, du 5 ans, du 6 ans, du 7 ans. Et il y en a pour tous les choix et tous les goûts. Donc ça prouve aussi qu'on commence à jouer dès le plus jeune âge. Oui. C'est les joueurs de demain en fait. Tout à fait, dès le plus jeune âge, tout en sachant que petit, il faut toujours être accompagné d'un adulte. Et puis, il faut rester un petit peu dans le symbolique. C'est pour ça qu'on a des jeux avec des petits personnages, parce qu'il y a encore un petit côté doudou, voilà, et qu'on a des jeux de cartes avec très peu de cartes en main, parce qu'il y a aussi, en termes de préhension, ils ne sont pas toujours faciles pour eux.
Donc à la base, Djeko plutôt connu pour les loisirs créatifs, mais qui se développe vraiment dans le jeu de société. C'est vrai que chez Djeko, il y a énormément. Ils sont très connus pour les loisirs créatifs, pour la décoration de chambres d'enfants, pour les loisirs de plein air. Et ils ont de plus en plus développé le jeu de société qui prend de plus en plus d'importance. Et on le voit bien. Et en plus, ils sont de plus en plus présents sur des festivals pour justement aller au-devant du public, ce qui est important. Et vous, parmi vos missions, c'est aussi accompagner, guider les auteurs dans leur création aussi de jeux. Hein. Alors, je fais ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire que les auteurs viennent me présenter leur prototype de jeu pour voir si ça correspond ou pas à ce que recherche Djeko. Donc, il y a des petits coups de cœur personnels, bien évidemment, mais il y a aussi une énorme phase de test en ludothèque, auprès de familles joueuses et pas joueuses, en boutique également, en école, enfin le plus d'univers possible, de façon à avoir différents avis. Alors vous, qu'est-ce qui va retenir votre attention quand vous voyez des jeux finalement? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu va fonctionner? Alors, ce qui est très important, c'est la notion de plaisir. Le plaisir que va avoir l'enfant ou l'adulte, ça c'est très très important. Par exemple, quand je fais tester un proto, si un enfant dit « Oh, c'est trop bien, je vais y rejouer », c'est déjà un bon signe. Voilà, si un enfant vous dit « Ah non, j'ai pas aimé, c'est trop long », enfin, c'est très très important de tenir compte de la vie des enfants et bien évidemment aussi des parents, parce que les parents, c'est eux qui vont aller en boutique, mais les enfants, c'est eux qui vont jouer, mais c'est les parents qui vont aller en boutique. Donc là aussi, c'est très important que ça corresponde à leur demande, le plaisir de jeu. Et il y en a qui veulent le côté très très ludique, donc le côté très éducatif. Il y a un juste milieu à trouver. Et justement, la gamme Djeko répond à toutes ces demandes. Vous qui êtes dans le milieu, comment vous avez vu évoluer le jeu de société finalement? C'est incroyable l'évolution du jeu de société. Déjà, de faire comprendre aux gens, enfin à ceux qui ne s'y connaissent pas, que ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Oui. Ça c'est très important, parce que quand je dis je travaille dans le milieu du jeu, ça va peut-être vous faire rire, mais les gens ils pensent que soit on travaille avec des petits bouts de chou et on empile des cubes, soit que je suis croupière au casino. Vous voyez, c'est assez amusant. Et quand on leur explique qu'il y a, à Cannes il y avait 1900 nouveautés, ils sortent 7000 nouveautés par an de jeux, aussi bien pour les petits que pour les grands, les gens sont sidérés. Donc vraiment un univers qui se développe énormément. Il y a eu aussi pendant le Covid où beaucoup de gens ont joué soit par vidéo interposée, voilà, en vidéo. C'est incroyable. Donc on est bien loin du Monopoly qu'on connaissait à l'époque. Il y a vraiment énormément de choses qui sont proposées. Existe toujours, bien sûr, toujours, parce qu'il y a toujours des nouvelles versions, soit sous licence. Mais c'est vrai qu'il y a des nouveautés. Quand je vois par exemple un jeu de mémoire, mais il y a tellement de mécaniques différentes. C'est fabuleux quand je vois l'imagination des auteurs. Je suis admirative, vraiment admirative. Un beau métier en tout cas que vous exercez. Oui, je vous remercie, oui, c'est vrai, j'adore. C'est surtout le plaisir qu'ont les gens et puis d'aller à la rencontre pendant les festivals. Donc on vous retrouve ici tout le week-end, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour Djeko. Oui. Voilà, merci en tout cas Lia Sabine d'avoir répondu à nos questions. Merci, et puis n'hésitez pas à venir jouer aussi. Bien sûr, le message est passé. Ouais. Non, ce qui est agréable ici en plus, c'est que ça reste à taille humaine. Tout à fait. Et il y a beaucoup de familles, il y en a qui viennent jouer avec leurs enfants, puis le lendemain ils viennent jouer en couple. C'est ça qui est vraiment appréciable. Voilà. J'aime beaucoup, puis l'accueil est super. Très bien, merci. D'avoir répondu à nos questions. On l'a compris, il y a tout type de jeux. Il y a également les jeux de construction, comme les Lego. Et ça ne se démode pas. On va regarder tout de suite notre reportage et on se retrouve juste après. À vous de jouer, je dirais. Donc 3, 2, 1, briquet. C'est un monde où le champ des possibles est immense. Ces petites briques créées par un charpentier danois en 1932 lèguent Gott dans la langue d'origine, ce qui signifie littéralement « joue bien ». Et c'était le cas dimanche, c'est écrit dessus à Huxonnier, où Laurent, enseignant passionné, organisait avec la commune et la ludothèque un concours familial baptisé Brick Family. Sur les deux tables, il y a 100 kg de Lego là. Donc les 13 équipes aujourd'hui choisissent, fouillent. Enfin voilà, je trouve que ça a un côté très plaisant de mettre les mains dans les Lego et
Et voilà, c'est ça la passion du Lego aujourd'hui. C'est un peu l'épingle dans la botte de paille quand même. Ah oui, bah là pour trouver la bonne pièce, va falloir chercher longtemps. De la patience et de la minutie requise pour les 13 équipes engagées, composées d'un enfant et de l'un de ses parents. Elodie a joué le jeu sans avoir à se faire prier. C'est grâce à mon fils Hugo qui adore les Lego depuis tout petit. Donc du coup, on a décidé de s'inscrire ensemble pour partager sa passion. Alors, qui est l'architecte et qui est l'ouvrier? Alors moi je suis l'ouvrier et c'est l'architecte du coup. Alors Hugo, t'avais envie de quoi? Partir sur une invention qui déborde. Donc les ballons, ça c'est venu de l'ouvrier. Après, du coup, j'ai fait comme elle m'avait dit pour les ballons. Puis toi, tu as fait toute la structure de base. Un concours de création, véritable petit îlot dans un océan. 31 milliards de briques estampillées de la marque danoise sont vendues chaque année dans le monde. Celle-ci n'est certes pas encore sur le marché, mais une chose est sûre, notre chaîne et l'entreprise Brick Animation seront présentes sur le festival Jeux et compagnie au centre des congrès d'Épinal ce week-end. Nous sommes de retour au festival Jeux et compagnie à Épinal. Je suis avec Asha Durosel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là avec l'association, on peut dire, en tout cas la société de fête qui s'appelle Les Guerres de Loon. Oui, tout à fait. Vous êtes partenaire donc de l'événement. Dites-nous un petit peu vous ce que vous proposez. Alors du coup, principalement, on montre notre travail autour des Guerres de Loon, qui est un univers transmédia, parce que il y a un jeu de rôle principalement autour, mais aussi une BD et un roman qui sont en train d'être écrits et réalisés sur le sujet. C'est de la space fantasy, quelque chose qui est au croisement entre la fantasy et la science-fiction. Dans l'idée, c'est de la science-fiction, mais dans laquelle on enlève le « est-ce que c'est réaliste ?» pour arriver au « est-ce que c'est cool ?» Donc, c'est un univers où il n'est pas anormal de voir un guerrier ancien se tenir sur un astéroïde et affronter une armée de vaisseaux spatiaux munis d'un simple masque respirateur. C'est pas anormal, c'est des légendes héroïques qui peuvent se trouver, des baleines spatiales pèsent dans des champs de fleurs sidéraux. L'idée, c'est à la fois la poésie, l'émerveillement, mais derrière, en fait, on a vraiment envie de faire des sujets psychologiques, de relations humaines, et surtout, on a comme thème central le fait de se remettre du pire quand le pire arrive, le fait que oui, ça peut arriver, mais on peut s'en sortir. Voilà. Et donc parmi les choses que vous proposez, il y a les jeux de rôle, c'est ça? Tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est quoi le concept du jeu de rôle? Alors, le jeu de rôle, c'est une activité qu'on pratique entre généralement 3 et 6 personnes, même si certains existent pour le faire en solo. Vous avez peut-être déjà entendu parler des livres dont vous êtes le héros. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la chose qui s'en rapproche le plus en fait en termes de jeu de rôle solo. Ça se pratique très souvent, mais pas tout le temps, avec des dés. Pour simuler quelques zones de hasard et avec une feuille de compétences sur laquelle on a des caractéristiques ou assimilées qui indiquent quelles sont les spécialités de notre personnage de façon à pouvoir jouer dans un univers généralement défini par un maître de jeu qui est une sorte de maître marionnettiste qui va décider de l'ambiance, qui va décider de l'histoire générale et qui va amener petit à petit les joueurs à s'intégrer en réagissant à des situations qu'il donne. Et c'est ce qu'on appelle un jeu asymétrique, c'est-à-dire que généralement, encore une fois, ça existe autrement, il y a un maître de jeu qui établit les règles et une intrigue. Et il crée une histoire en fait de toute pièce. Et il va jouer ce qu'on appelle des personnages non joueurs, des PNJ, qui sont là pour peupler cet univers. Et derrière, les joueurs vont pouvoir découvrir ça, interagir et pouvoir vivre des aventures complètement fantastiques. Et ça va, c'est une activité qui est vraiment tout âge en fait. Oui, c'est très immersif finalement. Immersif. Oui, tout à fait. C'est une vraie expérience. C'est une vraie expérience. En gros, c'est ce qu'on appelle une expérience interactive, encore plus que les jeux vidéo. Globalement, il y a le jeu de rôle et les jeux vidéo principalement. On le vit en fait. C'est ça, on vit une expérience à la première personne. Très bien, merci beaucoup Asha d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine.
Scène 5C, prise 6. Des acteurs amateurs vosgiens, des techniciens de la région réunis par une société de production locale, Nomena Film, fondée par Jean-Christophe Defranou et installée à Bécourt, qui entend faire travailler les gens du territoire. Voilà pour la forme. Sur le fond, ce court-métrage baptisé Butterfiction était tourné le week-end dernier sur plusieurs sites, dont ici la ferme de la Prairie à Porcieux. Une fiction humoristique inspirée de la nouvelle Voix de fée de l'auteur Turambar Kolasinski. Une histoire un peu perchée d'un petit malfrat qui tente de reprendre la main dans un monde où le beurre est devenu la monnaie d'échange principale. Ce court-métrage issu de l'appel à projet du prix 1000 saisons concourra au Light Optical Festival. Le coup d'envoi des animations de Mars Bleu a été donné dimanche dernier à Chantraine depuis la salle Grande-Mange, où 2 parcours de 6 et 12 km ont été arpentés par plus de 200 marcheurs, sensibilisés à la cause de la détection des cancers colorectaux. Un événement organisé conjointement par la Ligue contre le cancer et l'association Chantraine en fête. Prochaine étape ce dimanche, le 10 mars donc, de 8h30 à 13h30 à Châtel-sur-Moselle, avec 3 parcours de marche et 2 à vélo et la présence du Colon Tour géant. Et voilà, cet hebdo est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Le festival, lui, se déroule jusqu'à dimanche, n'hésitez pas à venir faire un tour. Quant à moi, il faut vraiment que je fasse un choix parce que là, il y a de quoi faire et j'adore les jeux de société. À la semaine prochaine.